Paris suffoque sous la chaleur d'août 1792. Dans les rues de la capitale, le tocsin résonne depuis minuit. Les cloches de toutes les églises battent l'alerte, appelant le peuple aux armes. Aux Tuileries, le palais royal situé entre le Louvre et les jardins, 900 gardes suisses vérifient leurs armes dans un silence pesant. Ils savent ce qui les attend. Louis XVI n'a presque pas dormi cette nuit-là. À ses côtés, Marie-Antoinette tente de garder son calme devant leurs enfants. Le roi observe par les fenêtres les ombres qui se massent dans l'obscurité. Des milliers d'insurgés convergent vers le palais depuis les faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau. Ils sont déjà 15 000 du côté de la rive droite, 5 000 de la rive gauche, et leur nombre grossit à chaque minute. Le colonel Louis-Auguste Augustin d'Affry, chef des gardes suisses, est malade et alité. Le commandement sur le terrain revient au major Karl Joseph von Bachmann. À 50 ans, cet officier expérimenté connaît parfaitement la valeur de ses hommes. Les gardes suisses ne sont pas de simples soldats. Recrutés dans les cantons helvétiques, ils forment l'élite de l'armée royale depuis 1616. Leur réputation militaire remonte aux victoires légendaires de Granson et Morat en 1476, quand leurs ancêtres ont écrasé les armées de Charles le Téméraire. Mais aujourd'hui, ils ne combattent pas une armée classique. Ils font face à un peuple en colère, armé de piques, de fusils volés à l'arsenal, de canons traînés depuis les Invalides. Les fédérés marseillais et bretons, ces combattants aguerris qui ont traversé la France en chantant, mènent l'assaut. Derrière eux, des milliers de sans-culottes, d'artisans, d'ouvriers parisiens qui en ont assez de la monarchie. Les gardes suisses occupent leur position aux premières lueurs de l'aube. Certains défendent la cour intérieure du palais, d'autres se postent aux fenêtres, d'autres encore gardent les escaliers monumentaux. Leurs uniformes rouges à revers bleus tranchent dans la pénombre. Sur leurs drapeaux, 2 mots résument leur serment : honneur et fidélité. La veille, pressentant le drame à venir, plusieurs d'entre eux ont enterré ces drapeaux dans la cour de leur caserne à Rueil. Ils ne voulaient pas qu'ils tombent aux mains de l'ennemi. Louis XVI passe les troupes en revue vers 6 heures du matin. Les Suisses crient « Vive le roi !» selon la tradition. Mais quand le roi s'approche des artilleurs et du bataillon de la Croix-Rouge de la Garde nationale, ces derniers lui lancent des insultes. La Garde nationale parisienne a basculé du côté de la Révolution. Sur les 2000 gardes nationaux censés défendre le palais, la majorité refuse de se battre pour le roi. Pire encore, certains rejoignent ouvertement les insurgés. Le procureur Roederer arrive en courant. Il supplie le roi de quitter les Tuileries pour se réfugier à l'Assemblée législative qui siège dans la salle du manège, tout près. Louis XVI hésite. Il regarde ces Suisses, ces hommes prêts à mourir pour lui. Puis il observe par les fenêtres la marée humaine qui déferle. À 7h30, il prend sa décision. Avec Marie-Antoinette, leurs 2 enfants et quelques fidèles, ils traversent les jardins sous la protection d'une escorte. Les feuilles mortes craquent sous leurs pas. Le roi abandonne son palais, ses défenseurs, et le trône de France. Aux Tuileries, les gardes suisses comprennent qu'ils sont seuls. Bachmann réorganise rapidement le dispositif. Il place ses meilleurs tireurs aux fenêtres donnant sur la place du Carrousel. L'artillerie est pointée vers les principales voies d'accès. Les hallebardiers se tiennent prêts dans les couloirs. Quelques aristocrates et domestiques du palais, armés de ce qu'ils ont trouvé, restent à leur côté. En tout, peut-être 1200 hommes pour défendre un bâtiment immense contre une armée populaire qui va bientôt atteindre 20 000 combattants. Les insurgés atteignent la place du Carrousel vers 8 heures. Les fédérés marseillais forment l'avant-garde. Ces hommes ont combattu depuis le sud de la France, bravé les chaleurs de l'été pour rejoindre Paris et renverser la monarchie. Ils traînent avec eux plusieurs canons qu'ils pointent immédiatement vers le palais. Derrière eux, la foule grossit sans cesse. Des femmes des Halles se mêlent aux combattants, armés de couteaux et de piques. Un silence étrange s'installe pendant quelques minutes. Les 2 camps s'observent. Les Suisses, disciplinés, attendent les ordres. Les insurgés hésitent devant ce mur d'uniformes rouges. Personne ne veut tirer le premier coup de feu. Puis un cri retentit, suivi d'un autre. La foule commence à avancer.
Les Marseillais hurlent leur chant de guerre qui deviendra l'hymne national français. Les premiers insurgés franchissent les grilles. Ils pénètrent dans la cour intérieure. Les Suisses ne bougent toujours pas. Bachmann a donné l'ordre de ne pas tirer sans commandement explicite. Il espère encore éviter le carnage. Mais la situation lui échappe. Un coup de feu claque. On ne saura jamais qui a tiré en premier. Les Suisses affirmeront plus tard qu'un insurgé a ouvert le feu. Les révolutionnaires accuseront les gardes d'avoir massacré des parlementaires venus négocier. Ce qui suit transforme la place du Carrousel en enfer. Les Suisses ouvrent le feu de toutes leurs positions. Une salve dévastatrice balaye la cour. Les insurgés tombent par dizaines. Les Marseillais tentent de riposter avec leurs canons, mais les artilleurs sont fauchés avant de pouvoir charger les pièces. La foule reflue en désordre, abandonnant ses morts et ses blessés. Les cris des agonisants se mêlent aux ordres hurlés, au fracas des armes, aux détonations incessantes. Les gardes suisses, formés aux tactiques militaires depuis des générations, fonctionnent comme une machine de guerre. Ils rechargent, tirent, rechargent encore. Leurs mousquets crachent la mort à un rythme régulier. Les insurgés qui tentent de s'approcher s'effondrent. Les Marseillais, pourtant aguerris, n'ont jamais affronté une telle muraille de feu. Ils reculent vers la place, traînant leurs blessés. Pendant 1 heure, les Tuileries restent imprenables. Les insurgés lancent plusieurs assauts qui échouent tous. Ils perdent des centaines d'hommes. Les cadavres s'accumulent dans la cour, sur le Carrousel, dans les ruelles adjacentes. Le sang coule entre les pavés. La fumée des armes à feu obscurcit le champ de bataille, rendant la visée difficile. Les combattants tirent presque à l'aveugle dans ce brouillard âcre qui brûle les gorges. Vers 10 heures, la situation bascule. Un groupe de fédérés marseillais découvre une entrée mal défendue du côté des jardins. Ils s'infiltrent dans le palais, surprenant les défenseurs par l'arrière. Les combats s'engagent dans les couloirs. Les Suisses, pris en tenaille, doivent abandonner certaines positions. Les hallebardiers se battent au corps à corps dans les escaliers. Les insurgés grimpent en hurlant, brandissant leurs piques. Les Suisses les repoussent à coups de crosse, à coups de baïonnette. Le palais devient un labyrinthe de morts. Dans chaque pièce, dans chaque corridor, des hommes s'affrontent. Les domestiques et les aristocrates restés au palais sont massacrés sans pitié. Les insurgés défoncent les portes, fouillent les appartements, cherchent les défenseurs cachés. Certains commencent à piller. Les tapisseries sont arrachées, les meubles brisés, les miroirs fracassés. La fureur révolutionnaire ne fait aucune distinction entre les personnes et les objets du pouvoir royal. À l'Assemblée législative, Louis XVI assiste impuissant au drame. Il entend les coups de feu, les canons qui tonnent. Les députés l'ont placé dans une loge réservée aux journalistes, une cage de bois où le roi de France se trouve emprisonné. Marie-Antoinette serre ses enfants contre elle. Madame Élisabeth, la sœur du roi, prie en silence. Autour d'eux, les députés débattent, s'accusent mutuellement, cherchent une issue politique à une situation qui se règle déjà par les armes. Un messager arrive en courant. Il annonce que les Suisses résistent toujours, mais que le palais ne tiendra pas longtemps. Les pertes sont effroyables des deux côtés. Les députés supplient le roi d'ordonner à ses gardes de cesser le combat. Louis XVI, le visage livide, griffonne quelques lignes sur un morceau de papier. Son ordre est clair. Les gardes suisses doivent déposer immédiatement les armes et se retirer dans leur caserne. Ce billet fatal part vers les Tuileries. Il arrive aux mains de Bachmann vers 10h30. Le major lit les quelques mots du roi et reste figé. Autour de lui, ces hommes se battent avec l'énergie du désespoir. Ils tiennent encore le cœur du palais. Ils peuvent résister plusieurs heures. Et le roi leur ordonne de se rendre. Bachmann fait sonner la retraite. Le son des trompettes perce le vacarme de la bataille. Les Suisses, incrédules, cessent progressivement le feu. Ils ont été entraînés à obéir aux ordres, quels qu'ils soient. Leur serment les lie au roi jusqu'à la mort. Si le roi ordonne de déposer les armes, ils déposeront les armes, même si cela signifie leur perte. Les premiers Suisses sortent du palais, mousquets à la main, mais pointés vers le sol. Ils marchent en formation, tentant de maintenir leur dignité militaire dans la défaite. Les insurgés, d'abord surpris,
comprennent que les gardes se rendent. Certains applaudissent cette reddition. D'autres, rendus fous par des heures de combat et la vue de leurs camarades morts, ne voient que des uniformes rouges à abattre. Les premiers coups partent presque immédiatement. Des Suisses s'effondrent, touchés dans le dos alors qu'ils se rendaient. La foule se jette sur eux. Les piques s'enfoncent dans les corps. Les sabres s'abattent. Les Suisses tentent de se défendre à main nue. Certains réussissent à s'enfuir en arrachant leurs uniformes, espérant se fondre dans la foule. D'autres forment des groupes de défense et tentent de se frayer un passage vers leur caserne. Le massacre gagne en intensité. Les insurgés, aveuglés par la rage, ne distinguent plus rien. Ils tuent tout ce qui porte l'uniforme rouge. Les femmes des halles se ruent sur les cadavres, les mutilent sauvagement. Certaines s'emparent des parties génitales des morts pour les brandir comme des trophées. D'autres enfoncent leurs couteaux dans les ventres, extrayant les entrailles. L'horreur atteint des sommets que même les témoins les plus endurcis auront du mal à décrire par la suite. Bachmann tente désespérément de rallier ses hommes. Il crie des ordres que personne n'entend dans le chaos. Autour de lui, ses officiers tombent les uns après les autres. Les Suisses se dispersent dans toutes les directions. Certains courent vers les jardins, d'autres tentent de gagner le Louvre, d'autres encore se réfugient dans les bâtiments voisins. Mais partout, la foule les poursuit. La place du Carrousel se transforme en terrain de chasse. Les insurgés tractent les Suisses dans tout le quartier. Chaque uniforme rouge aperçu déclenche une poursuite meurtrière. Les gardes, épuisés par des heures de combat, n'ont plus la force de courir bien longtemps. Ils sont rattrapés, encerclés, massacrés. Un groupe d'une 50aine de Suisses réussit à atteindre la place Louis XV, l'actuelle place de la Concorde. Ils forment un carré défensif, dos à dos, armes au poing. Ils ont repris les mousquets abandonnés par les morts et se défendent avec l'énergie du désespoir. Autour d'eux, la foule grossit. On estime qu'ils font face à plusieurs milliers d'assaillants. Les Suisses tirent leur dernière cartouche. Chaque coup fait mouche, mais pour un insurgé qui tombe, 10 autres prennent sa place. Le carré se resserre progressivement. Les Suisses n'ont plus de munitions. Ils se battent à la baïonnette, à la crosse, au corps à corps. Leur formation, perfectionnée pendant des siècles d'histoire militaire, tiennent encore quelques minutes. Puis le carré se brise, les derniers défenseurs sont submergés. Certains continuent à se battre avec leurs mains nues jusqu'à ce que les piques les transpercent. D'autres groupes de Suisses tentent de gagner l'hôtel de ville. Ils pensent y trouver refuge, peut-être même une protection des autorités municipales. C'est une erreur fatale. L'hôtel de ville est contrôlé par la commune insurrectionnelle, le gouvernement révolutionnaire qui a organisé l'assaut des Tuileries. Les Suisses qui y arrivent sont immédiatement désarmés, emprisonnés dans les caves. Ils croient avoir sauvé leur vie. Ils ne savent pas encore que leur calvaire ne fait que commencer. Dans les jardins des Tuileries, d'autres Suisses cherchent à se cacher. Ils se blottissent derrière les statues, sous les bosquets, dans les fontaines. Mais les insurgés fouillent systématiquement chaque recoin. Ils tirent dans les buissons, sondent les bassins avec leurs piques. Chaque garde découvert est tué sur place. Les corps s'accumulent parmi les fleurs et les haies, soigneusement taillées du jardin royal. Certains Suisses tentent une tactique désespérée. Ils arrachent leurs uniformes, volent des vêtements civils sur des cadavres ou dans des maisons. Ils essaient de se fondre dans la population. Quelques-uns y parviennent. Leur connaissance du français, acquise après des années de service en France, les aide à passer inaperçus. Mais la plupart sont reconnus à leur accent, à leur carrure, à leurs bottes militaires. La foule les désigne, les dénonce, les livre à la vengeance collective. Un jeune Suisse de 20 ans réussit à atteindre le pont Neuf. Il pense échapper à ses poursuivants en traversant la Seine. Mais sur le pont, une patrouille de gardes nationaux le reconnaît. Ils le capturent, l'interrogent. Le jeune homme, terrorisé, avoue son identité. Les gardes le désarment, puis le jettent du pont. Il tombe dans la Seine avec un bruit sourd. L'eau se referme sur lui. Il ne sait pas nager. Son corps sera repêché plusieurs jours plus tard, gonflé par l'eau, méconnaissable. Au palais des Tuileries, les insurgés continuent leur œuvre de destruction. Ils incendient les appartements royaux. Les tapisseries flamboient, les meubles se consument, les tableaux noircissent. La fumée s'élève dans le ciel parisien, visible de toute la ville.
Les Parisiens comprennent que l'Ancien Régime brûle, les derniers Suisses cachés dans le palais périssent dans les flammes ou sortent pour être massacrés. La chasse dure jusqu'en fin d'après-midi. Quand le calme revient enfin, vers 5 heures, le bilan est terrifiant. Sur les 900 gardes suisses présents aux Tuileries le matin, environ 300 ont été tués pendant le combat ou le massacre qui a suivi. Les autres sont prisonniers, blessés ou en fuite. Aucun n'est indemne. Du côté des insurgés, on compte également 300 morts. Peut-être plus. Les rues autour des Tuileries sont jonchées de cadavres. Le sang a formé des flaques sur les pavés. L'odeur de la poudre, du sang et de la chair brûlée imprègne tout le quartier. Le major Bachmann fait partie des prisonniers. Il a été capturé près du Louvre alors qu'il tentait de rallier les derniers survivants. On l'emmène à l'hôtel de ville, où la commune insurrectionnelle siège en permanence. Les révolutionnaires veulent un coupable. Ils veulent un symbole de la tyrannie royale à juger publiquement. Bachmann devient ce symbole. Le procès se déroule dans la confusion. Bachmann est accusé d'avoir ordonné de tirer sur le peuple, d'avoir organisé un massacre prémédité, d'avoir comploté avec le roi pour écraser la révolution. Le major se défend calmement. Il explique qu'il a obéi aux ordres du procureur Roederer et du maire Pétion, qui lui avaient demandé de défendre le palais. Il rappelle que c'est sur leur recommandation expresse que les Suisses ont riposté. Il affirme qu'il n'a fait que son devoir de soldat. Les juges ne veulent rien entendre. Ils ont déjà décidé du verdict avant même le début du procès. Bachmann est condamné à mort. Le jugement est rendu le 3 septembre 1792, moins d'1 mois après le massacre. Le major reste digne jusqu'au bout. Il refuse de demander grâce, refuse de renier ses hommes, refuse de trahir son serment. On le conduit à la guillotine installée sur la place du Carrousel, là même où ses hommes sont morts. Bachmann porte encore son uniforme rouge de major des gardes suisses. Il monte sur l'échafaud sans trembler. La foule venue assister à l'exécution reste étrangement silencieuse. Quelques voix crient des insultes, mais la plupart des spectateurs observent en silence cet homme qui va mourir pour avoir obéi aux ordres. La lame tombe. Le corps de Bachmann rejoint ceux de centaines de ces hommes dans les fosses communes creusées autour de Paris. Il est le seul officier supérieur de la garde suisse présent aux Tuileries ce jour-là. Il est aussi le seul officier suisse jugé et exécuté. Les autres ont fui, se sont cachés ou ont été tués pendant le massacre. Aux Tuileries, les prisonniers suisses capturés le 10 août attendent leur sort dans les caves de l'hôtel de ville. Ils sont une centaine, entassés dans des cellules humides, sans nourriture suffisante, sans soins pour les blessés. Ils entendent les rumeurs qui circulent. On parle de complots aristocratiques, d'invasion prussienne, de trahison généralisée. La paranoïa s'empare de Paris. Le 2 septembre 1792, 23 jours après la prise des Tuileries, une nouvelle vague de violence frappe Paris. L'armée prussienne avance vers la capitale. La panique s'installe. Les révolutionnaires voient des traîtres partout. Ils décident d'éliminer tous ceux qui pourraient représenter une menace intérieure pendant que l'ennemi est aux portes. Les prisons parisiennes abritent des milliers de détenus. Aristocrates arrêtés depuis 1789, prêtres réfractaires qui ont refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé, criminels de droit commun, et les gardes suisses capturés le 10 août. Des bandes de sans-culottes se forment spontanément. Elles se dirigent vers les prisons avec des listes de noms. À l'abbaye, à la Force, à la conciergerie, les mêmes scènes se répètent. Les portes des prisons sont enfoncées. Les sans-culottes pénètrent dans les cellules. Ils organisent des procès sommaires qui durent quelques minutes. Les accusés sont traînés devant des tribunaux improvisés. On leur demande leur nom, leur qualité, leurs crimes supposés. Puis vient le verdict. Presque toujours le même. Coupable. La sentence tombe immédiatement. Les condamnés sont poussés dans les cours des prisons où d'autres sans-culottes les attendent, armés de pics, de sabres, de massues. Le massacre commence. Pendant 3 jours, du 2 au 5 septembre, Paris baigne dans le sang. On estime qu'entre 1200 et 1400 personnes sont tuées. Les gardes suisses emprisonnés à l'hôtel de ville font partie des premières victimes. Le 3 septembre, une foule envahit les caves où ils sont détenus. Les Suisses comprennent immédiatement ce qui les attend. Certains tentent de résister avec leurs mains nues. Ils sont rapidement submergés. Les sans-culottes les traînent dans la cour et les massacrent
méthodiquement, l'un après l'autre. Un témoin, un employé de l'hôtel de ville qui observe la scène depuis une fenêtre, décrira plus tard ce qu'il a vu. Les Suisses sont alignés contre un mur. On les fait avancer un par un. Chacun reçoit un coup de pic dans la poitrine, puis un coup de sabre sur la nuque. Les corps sont jetés dans des charrettes qui partent vers les cimetières. Le pavé de la cour est rouge de sang. Les tueurs travaillent sans émotion, comme s'ils accomplissaient une tâche ordinaire. D'autres Suisses, emprisonnés dans différentes prisons parisiennes, subissent le même sort. À l'abbaye, on en tue une trentaine. À la force, une vingtaine. À la conciergerie, une dizaine. Certains tentent de protester, d'expliquer qu'ils ne sont que des soldats qui ont obéi aux ordres. Les tueurs ne les écoutent pas. L'uniforme rouge suffit comme preuve de culpabilité. Un jeune Suisse de 17 ans, engagé depuis seulement 3 mois, supplie ses bourreaux. Il crie qu'il n'était même pas aux Tuileries le 10 août, qu'il était en mission en Normandie avec la compagnie chargée d'escorter un convoi de grains. Les sans-culottes hésitent une seconde. Puis l'un d'eux répond que tous les Suisses sont coupables, que le roi les a payés pour massacrer le peuple. La pique s'enfonce dans la poitrine du garçon. Il meurt en appelant sa mère dans son dialecte suisse que personne ne comprend. Au total, on estime qu'environ 70 gardes suisses périssent pendant les massacres de septembre. S'ajoutant aux 300 tués le 10 août et à Bachmann exécuté le 3 septembre, cela porte le nombre total de victimes suisses à près de 370 hommes. Sur les 900 gardes présents aux Tuileries ce matin d'août, moins de la moitié a survécu. Que sont devenus les survivants? Environ 350 gardes suisses ont réussi à échapper au massacre et aux prisons. Certains ont fui Paris immédiatement après le 10 août. Ils ont marché de nuit, évité les routes principales, mendié leur nourriture dans les fermes isolées. Leur objectif était de rejoindre la Suisse, de retourner dans leur canton d'origine. Le voyage était périlleux. La France entière était en état d'alerte. Les autorités révolutionnaires avaient diffusé des descriptions des Suisses en fuite. Des barrages étaient établis sur les routes. Les villageois, fanatisés par la propagande révolutionnaire, voyaient des traîtres partout. Plusieurs Suisses furent capturés pendant leur fuite et lynchés par des foules locales. Mais beaucoup réussirent à passer. Ils franchirent la frontière suisse en août et septembre 1792. Leur retour provoqua une onde de choc dans toute la Confédération. Les récits du massacre des Tuileries se répandirent rapidement. Les familles des victimes pleurèrent leurs morts. Les autorités suisses protestèrent officiellement auprès de la France, mais la Révolution n'en avait cure. D'autres survivants firent un choix différent. Environ 350 gardes suisses, selon les archives, s'engagèrent dans les armées républicaines. Cette décision peut sembler paradoxale après ce qu'ils avaient vécu. Mais pour ces hommes, la guerre était leur métier. Ils étaient mercenaires avant d'être royalistes. Et la République payait. Certains de ces Suisses recyclés firent carrière dans l'armée révolutionnaire. François Amet, ancien garde suisse, devint général de division. Il se distingua dans plusieurs campagnes et termina sa carrière couvert d'honneur. Claude-François Sandoz, autre ancien garde, devint chef de brigade. Il participa à la répression de la révolte du régiment suisse de Châteauvieux, puis fut envoyé en Vendée pour combattre l'insurrection royaliste. Il fut mis à la retraite en 1796, accusé de pillages excessifs, même pour les standards brutaux de la guerre civile. Le paradoxe va plus loin encore. Pendant les guerres de Vendée qui ensanglantèrent l'ouest de la France de 1793 à 1796, d'anciens gardes suisses combattirent dans les deux camps. Certains avaient rejoint les armées républicaines. D'autres, fidèles au roi jusqu'au bout, s'étaient engagés aux côtés des insurgés vendéens qui défendaient l'Église et la monarchie. Des hommes qui avaient servi ensemble aux Tuileries se retrouvèrent face à face dans les bocages vendéens, cherchant à s'entretuer au nom d'idéaux opposés. Napoléon, devenu empereur, reconstitua des régiments suisses. Entre 1805 et 1806, il créa les 1er, 2e, 3e et 4e régiments suisses. Ces unités combattirent en Espagne et en Russie. Lors de la campagne de Russie en 1812, à la bataille de la Bérésina,
un lieutenant suisse nommé David Legère entonna un chant pour donner du courage à ses hommes alors qu'ils traversaient le fleuve gelé sous le feu russe. Ce chant devint par la suite l'hymne mémoriel du sacrifice des gardes suisses. Ironie de l'histoire, la Suisse et la France signèrent en 1815, après la chute de Napoléon et la restauration de la monarchie, un nouveau traité qui autorisait à nouveau le recrutement de gardes suisses. Le régiment fut reconstitué. Il servit Louis XVIII puis Charles Drum jusqu'à la Révolution de 1830 qui renversa la branche aînée des Bourbons. Cette fois, les Suisses furent licenciés sans violence. Ils quittèrent la France définitivement, mettant fin à 3 siècles et demi de service militaire. Le souvenir du 10 août 1792 divisa profondément les mémoires françaises et suisses. En France, cette journée fut célébrée comme un moment glorieux de la Révolution, la chute définitive de la monarchie, la victoire du peuple sur la tyrannie. Les historiens républicains minimisèrent le massacre des Suisses, l'attribuant à la fureur légitime d'un peuple opprimé qui se libérait. En Suisse, au contraire, le 10 août devint le symbole d'une trahison. Les Suisses avaient servi fidèlement la France pendant des générations, ils avaient combattu dans toutes les guerres de la monarchie, et leur récompense avait été le massacre, l'humiliation, l'oubli. Dans les cantons helvétiques, on ne parlait pas de prise des Tuileries, mais de massacre des gardes suisses. Les familles des victimes reçurent peu de compensation. Quelques pensions furent versées par les cantons, financées par les fonds que les gardes avaient envoyés régulièrement en Suisse pendant leurs années de service. Mais l'argent ne remplaçait pas les pères, les frères, les fils perdus. Dans les villages de montagne, des femmes portèrent le deuil pendant des années. Des enfants grandirent sans connaître leur père, tués dans un palais parisien pour un roi qui les avait abandonnés. L'officier danois Hans Axel von Fersen, qui aimait secrètement Marie-Antoinette et avait tenté de l'aider à fuir en 1791, écrivit dans son journal intime que le massacre des Suisses était le crime le plus odieux de la Révolution. Il nota que les gardes avaient reçu l'ordre de se rendre alors qu'ils tenaient encore leur position, puis avaient été massacrés pendant qu'ils obéissaient. Cette trahison le hantait. Les corps des Suisses tués le 10 août furent jetés dans des fosses communes creusées à la hâte dans les cimetières de la Madeleine et des Hérencis. Personne ne marqua les emplacements. Personne ne dressa de liste complète des morts. Les autorités révolutionnaires voulaient effacer jusqu'au souvenir de ces hommes. Pendant des décennies, les familles suisses ne purent même pas venir se recueillir sur une tombe identifiée. En 1821, sous la Restauration, l'officier suisse Karl Pfiffer von Altishoffen lança un projet de monument. Il voulait honorer la mémoire de ses compatriotes morts pour leur serment. Il fit appel au sculpteur danois Bertel Thorvaldsen. Le projet prit des années. Thorvaldsen dessina un lion mourant, transpercé d'une lance, protégeant l'écu aux armes de France. Le lion symbolisait la fidélité des Suisses jusqu'à la mort. L'écu brisé représentait la monarchie déchue qu'ils avaient défendue. Le monument fut taillé directement dans une paroi rocheuse près de Lucerne, en Suisse, entre 1820 et 1821. Le lion de Lucerne, comme on l'appela, mesurait 10 mètres de long sur 6 mètres de haut. Sous le lion, une inscription latine résumait le drame. Helvetiorum fidei ac virtuti. À la fidélité et au courage des Suisses. Plus bas, les noms des officiers tués étaient gravés avec le nombre de soldats morts et de survivants. Le monument fut inauguré le 10 août 1821, exactement 29 ans après le massacre. Des centaines de Suisses firent le voyage jusqu'à Lucerne. Des anciens gardes qui avaient survécu au massacre étaient présents, maintenant des hommes âgés portant leurs anciennes décorations. Des veuves vinrent avec leurs enfants devenus adultes. Des orphelins découvrirent le nom de leur père gravé dans la pierre. La cérémonie fut sobre et solennelle. Pas de discours politique, pas de condamnation de la France. Seulement le souvenir des morts et l'hommage à leur sacrifice. Un pasteur protestant et un prêtre catholique bénirent ensemble le monument, reflétant la diversité religieuse des cantons suisses. Un ancien garde lut les noms des officiers tués. À chaque nom, la foule répondait « Présent ». Puis on chanta un hymne en allemand et en français. L'écrivain américain Mark Twain
visita le Lion de Lucerne en 1878. Il écrivit dans son carnet de voyage que c'était le morceau de pierre le plus triste et le plus émouvant du monde. Le monument devint rapidement une attraction touristique majeure. Des milliers de visiteurs venaient chaque année contempler le lion mourant. Beaucoup ignoraient l'histoire derrière la sculpture. Ils voyaient simplement un animal blessé, une image puissante de souffrance et de fidélité. En France, la mémoire du 10 août resta longtemps celle d'une victoire révolutionnaire. Les manuels scolaires de la Troisième République enseignaient que cette journée avait libéré la France de la tyrannie. Les Suisses y étaient présentés comme des mercenaires à la solde d'un roi traître. Leur massacre était excusé, voire justifié, comme une réponse nécessaire à leur agression. Il fallut attendre le début du XXe siècle pour que des historiens français commencent à réévaluer les événements. Albert Mathiez, historien spécialiste de la Révolution, reconnut en 1917 que les Suisses avaient été massacrés atrocement après avoir reçu l'ordre de se rendre. Il nota que leur fidélité à leur serment, même face à la mort, commandait le respect. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le souvenir des gardes suisses prit une nouvelle dimension. Les Suisses, cernés par les puissances de l'Axe, se rappelèrent que leurs ancêtres avaient préféré mourir plutôt que de trahir leur serment. Le lion de Lucerne devint un symbole de résistance morale. Des soldats suisses mobilisés pour défendre les frontières venaient de se recueillir devant le monument avant de rejoindre leurs unités. En 1976, l'ambassade de Suisse à Paris organisa une cérémonie discrète pour commémorer le massacre. Quelques descendants de gardes suisses étaient présents. Un prêtre bénit l'emplacement approximatif de la fosse commune où reposaient les victimes. C'était la première fois depuis la Révolution qu'une cérémonie officielle honorait ces morts sur le sol français. Le massacre des Tuileries soulève encore aujourd'hui des questions troublantes. La première concerne l'ordre de Louis XVI. Pourquoi le roi a-t-il ordonné à ses gardes de cesser le combat alors qu'ils tenaient encore leur position? Plusieurs hypothèses ont été avancées. Certains historiens affirment que Louis XVI voulait éviter un bain de sang. Il voyait les pertes s'accumuler des deux côtés et espérait qu'une reddition immédiate sauverait des vies. Cette explication fait du roi un homme soucieux de limiter la violence, même au prix de son trône. D'autres pensent que Louis XVI avait déjà abandonné tout espoir. Réfugié à l'Assemblée, prisonnier de fait, il savait que sa cause était perdue. L'ordre de reddition n'était qu'un acte de désespoir, le dernier geste d'un homme qui ne contrôlait plus rien. Selon cette interprétation, le roi sacrifiait ses gardes non par humanité, mais par résignation. Une troisième hypothèse, plus cynique, suggère que Louis XVI cherchait à se dédouaner. En ordonnant à ses gardes de cesser le feu, il espérait prouver aux révolutionnaires qu'il n'avait jamais voulu le massacre, qu'il était disposé à coopérer. Cet ordre serait donc un calcul politique pour sauver sa tête. Calcul qui échoua puisque Louis XVI fut guillotiné en janvier 1793. La deuxième question concerne la responsabilité du massacre. Qui a ordonné de tuer les Suisses qui se rendaient? Les sources historiques ne permettent pas de l'établir clairement. Il semble qu'aucun ordre centralisé n'ait été donné. Le massacre résulta plutôt d'une fureur collective, d'une soif de vengeance incontrôlée après des heures de combats meurtriers. Les fédérés marseillais et bretons, qui menaient l'assaut, avaient vu des centaines de leurs camarades tomber sous les balles suisses. Leur rage était compréhensible d'un point de vue humain, même si elle ne justifiait en rien les atrocités commises. Les sans-culottes parisiens, eux, voyaient dans les Suisses les symboles de la tyrannie, les protecteurs d'un roi qu'ils haïssaient. Leur violence s'expliquait par des années d'humiliation et de pauvreté. La troisième question porte sur l'attitude des autorités. Pourquoi n'ont-elles pas protégé les prisonniers suisses? L'Assemblée législative, la Commune de Paris, la Garde nationale, tous auraient pu intervenir pour empêcher le massacre. Mais personne ne l'a fait. Pire, certains dirigeants révolutionnaires ont encouragé la violence, la justifiant comme une expression légitime de la colère populaire. Danton, l'un des leaders révolutionnaires, aurait déclaré après le 10 août que « le peuple a fait justice ». Marat, le journaliste radical, écrivit dans son journal « L'Ami du peuple » que les Suisses avaient mérité leur sort
pour avoir osé tirer sur les citoyens français. Robespierre resta silencieux sur le massacre, mais il défendit par la suite la légitimité de la violence populaire comme outil de transformation politique. Cette complaisance des autorités face à la violence collective annonçait la terreur qui allait frapper la France l'année suivante. Les massacres de septembre 1792, un mois après les Tuileries, confirmèrent que la Révolution avait franchi une ligne rouge. La violence n'était plus un accident regrettable, mais un instrument politique assumé. La quatrième question concerne le nombre exact de victimes. Les chiffres varient considérablement selon les sources. Les archives suisses parlent de 760 à 786. Gardes morts ou disparus. Les sources françaises donnent des chiffres plus bas, autour de 600. La vérité se situe probablement entre les deux, vers 650 à 700 morts si on inclut les Suisses tués le 10 août, ceux exécutés dans les semaines suivantes et ceux massacrés en septembre. Certains gardes suisses ont probablement disparu sans laisser de traces. Leurs corps furent jetés dans la Seine ou brûlés avec les ordures. Des familles suisses attendirent en vain pendant des années des nouvelles de leurs fils ou maris. Plusieurs dizaines de gardes sont simplement portés disparus dans les registres. On ne sait pas s'ils sont morts à Paris, s'ils ont été tués pendant leur fuite, ou s'ils ont réussi à échapper au massacre et ont choisi de ne jamais revenir. Du côté des insurgés, les pertes sont encore plus difficiles à établir. Les sources contemporaines parlent de 300 à 400 morts parmi les assaillants. Mais ces chiffres incluent-ils seulement les morts sur le champ de bataille ou aussi ceux qui sont décédés de leurs blessures dans les jours suivants? Les registres des hôpitaux parisiens de l'époque sont incomplets. Beaucoup de blessés sont rentrés chez eux et sont morts sans qu'aucune trace administrative ne soit conservée. Au-delà du drame humain, le massacre des Tuileries marqua la fin d'une tradition militaire séculaire. Les gardes suisses représentaient l'archétype du mercenaire professionnel, discipliné, loyal, efficace. Leur destruction marqua aussi la fin d'un modèle d'armée. La Révolution française inventa un nouveau type de force militaire. L'armée de conscription remplaça les professionnels. Les citoyens soldats, mobilisés par millions, défendirent la nation non pour de l'argent, mais pour des idées. Cette transformation militaire permit à la France révolutionnaire de vaincre toutes les coalitions européennes pendant plus de 20 ans. Les armées de l'Ancien Régime, composées de mercenaires et de régiments étrangers, ne pouvaient pas rivaliser avec cette mobilisation de masse. Les Suisses, les Irlandais, les Allemands qui servaient dans les armées royales étaient certes bien entraînés. Mais ils n'avaient pas la motivation idéologique des soldats révolutionnaires. Ils ne combattèrent pas pour une cause mais pour une solde. Le 10 août 1792 symbolisa cette transition. Les gardes suisses, représentants de l'ancien système, furent balayés par une force nouvelle, le peuple en armes. Les insurgés qui prirent les Tuileries n'étaient pas des soldats professionnels. C'étaient des artisans, des ouvriers, des boutiquiers. Mais leur nombre, leur détermination et leur absence de peur face à la mort compensèrent leur manque de formation militaire. Cette leçon ne fut pas perdue. Napoléon Bonaparte, qui assista au massacre des Tuileries comme simple spectateur, il était alors jeune officier d'artillerie en permission à Paris, comprit la puissance de la mobilisation populaire. Ses futures victoires reposeraient sur ce principe, lever des armées immenses, les motiver par l'appel au patriotisme et à la gloire, les jeter sur l'ennemi en acceptant des pertes importantes. Les Suisses, malgré la destruction de leur régiment le plus prestigieux, continuèrent à servir comme mercenaires dans différentes armées européennes. Le Vatican maintint sa garde suisse, créée en 1506, qui existe encore aujourd'hui. Les rois d'Espagne, de Naples et de Piémont recrutèrent des régiments suisses. Mais jamais ces unités ne retrouvèrent le prestige des gardes suisses de France. Le massacre des Tuileries eut aussi un impact sur la pensée militaire suisse. Les cantons helvétiques, traditionnellement neutres mais exportateurs de soldats, commencèrent à remettre en question cette politique. Des voix s'élevèrent pour critiquer le mercenariat, accusé de saigner la Suisse de ses meilleurs hommes pour des causes étrangères. Ce débat aboutit finalement, au XIXe siècle, à l'interdiction du mercenariat dans la Constitution suisse de 1874, à l'exception du Vatican. Sur le plan tactique, le 10 août démontra les limites de la guerre de ligne traditionnelle face à un ennemi nombreux et déterminé.
Les Suisses avaient utilisé les formations en ligne, les salves coordonnées, toutes les techniques militaires classiques. Ils avaient infligé des pertes terribles aux insurgés. Mais ils avaient été submergés par le nombre. Cette leçon influença les théoriciens militaires du XIXe siècle. Karl von Clausewitz, le grand penseur prussien de la guerre, analysa longuement les guerres révolutionnaires françaises. Il nota que le facteur moral, la volonté de combattre, pouvait compenser les désavantages tactiques. Un peuple armé, même mal entraîné, pouvait vaincre une armée professionnelle s'il était prêt à accepter des sacrifices énormes. Derrière les statistiques et les analyses historiques, il y avait des hommes. Chaque garde suisse mort le 10 août avait une histoire, une famille, des rêves. Quelques-uns de ces destins individuels ont été conservés dans les archives. Jean Zimmermann, originaire du canton de Lucerne, avait 24 ans en 1792. Il servait dans les gardes suisses depuis 6 ans. Il envoyait régulièrement une partie de sa solde à sa mère veuve, qui élevait seule ses 4 jeunes frères. Dans sa dernière lettre, datée du 5 août 1792, il écrivait qu'il sentait que quelque chose de terrible allait arriver à Paris. Il demandait à sa mère de prier pour lui. Son corps fut retrouvé dans la cour des Tuileries, transpercé de 7 coups de pique. Franz Müller venait du canton de Zurich. Il avait 32 ans et 15 ans de service. Marié, père de 3 enfants restés en Suisse, il avait prévu de prendre sa retraite en 1793 et de rentrer définitivement au pays. Il avait économisé pendant toutes ces années pour acheter une ferme près de sa ville natale. Le 10 août, il commandait une section d'une vingtaine d'hommes qui défendaient le grand escalier. Lui et tous ses hommes furent tués quand les insurgés envahirent le palais. Sa femme reçut une pension dérisoire du canton de Zurich. Elle dut vendre la petite maison qu'il possédait et travailler comme servante pour nourrir ses enfants. Hans Steiner, du canton de Berne, n'avait que 19 ans. Il venait de terminer sa formation et avait été incorporé aux gardes suisses 3 mois plus tôt. Le 10 août était son premier véritable combat. Posté aux fenêtres donnant sur le carrousel, il tira plusieurs salves sur les insurgés avant d'être touché à l'épaule par une balle. Il se traîna jusqu'à une pièce intérieure où il se cacha sous un lit. Les insurgés le découvrirent plusieurs heures plus tard, agonisant, et l'achevèrent à coups de baïonnette. Son père, simple paysan bernois, apprit sa mort 6 semaines plus tard par une lettre d'un camarade survivant. Il ne se remit jamais de cette perte. Pierre Dufour était une exception parmi les gardes suisses. Né en France d'un père suisse naturalisé, il parlait parfaitement le français sans accent. Le 10 août, après la retraite ordonnée par le roi, il arracha son uniforme et se mêla à la foule. Il survécut au massacre et resta à Paris. En 1793, il s'engagea dans l'armée révolutionnaire sous un faux nom. Il participa à la guerre de Vendée, combattant ironiquement contre des royalistes qui défendèrent la même cause que lui 1 an plus tôt. Il termina sa carrière comme sergent dans la Grande Armée et fut blessé à Austerlitz en 1805. Il mourut de ses blessures à l'hôpital militaire de Vienne, emportant son secret. Sa famille en Suisse le croyait mort depuis 1792. Le capitaine Georges de Salis-Samaden, noble grison de 38 ans, commandait la compagnie colonelle. Le 10 août, il refusa catégoriquement d'abandonner son poste. Quand l'ordre de retraite arriva, il le lut, le déchira et cria à ses hommes « Un Salis ne recule jamais !» Il monta sur les marches du perron et fit face aux insurgés qui envahissaient dans la cour. Il tira ses dernières cartouches, puis sortit son épée. Les insurgés hésitèrent devant ce fou qui les défiait seul. Puis les coups de feu partirent. De Salis tomba, criblé de balles. Son corps fut retrouvé le lendemain, encore debout contre un pilier, maintenu par les baïonnettes plantées dans sa chair. Les insurgés l'avaient cloué au mur comme un trophée. Le lieutenant Louis d'Erlach, du canton de Berne, fut l'un des rares officiers à survivre. Blessé à la tête pendant le combat, il s'évanouit et fut laissé pour mort dans un corridor. Quand il reprit conscience, le massacre était terminé. Il se cacha dans le palais pendant 2 jours, se nourrissant des restes trouvés dans les cuisines, buvant l'eau des vases. Le 3e jour, déguisé en domestique avec des vêtements volés, il quitta le palais. Il gagna la frontière suisse à pied, marchant de nuit, se cachant dans les forêts le jour. Il mit 3 semaines à rentrer chez lui. Il vécut jusqu'en 1842, mais ne parla jamais de ce qu'il avait vu aux Tuileries.
À sa mort, on trouva dans ses papiers un journal détaillé du 10 août, écrit de sa main tremblante. Ce document est aujourd'hui conservé aux archives de Berne. Du côté des insurgés aussi, il y eut des destins remarquables. Jacques Gonchon, ouvrier serrurier de 26 ans, faisait partie des premiers assaillants. Il reçut une balle suisse dans la jambe qui lui brisa le fémur. On le transporta à l'hôpital où les chirurgiens durent l'amputer sans anesthésie. Il survécut à l'opération, chose rare à l'époque. La municipalité de Paris lui octroya une pension d'invalide et le titre de vainqueur des Tuileries. Il devint un symbole vivant de la Révolution, exhibé dans les cérémonies patriotiques. Mais sa vie fut misérable. Unijambiste, incapable de travailler, il sombra dans l'alcoolisme. Il mourut en 1799 dans un hospice, oublié de tous, à 33 ans. François Westermann, officier de la garde nationale qui participa à l'assaut des Tuileries, fit une carrière spectaculaire dans l'armée révolutionnaire. Il devint général et se distingua dans la répression de la Vendée par sa brutalité extrême. Il écrivit en 1793 à la Convention « Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte sous notre sabre libre avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais de Savenay. » Cette phrase résumait sa conception de la guerre. Mais Westermann fut guillotiné en 1794 pendant la Terreur, accusé de corruption. L'homme qui avait survécu à l'assaut des Tuileries périt sous la même lame qui avait tranché la tête du roi qu'il avait contribué à renverser. Le 10 août 1792 ne fut pas seulement un massacre, ce fut un tournant politique décisif. La prise des Tuileries marqua la fin effective de la monarchie en France. Louis XVI resta officiellement roi jusqu'au 21 septembre 1792, quand la Convention abolit la royauté. Mais dès le 10 août, il n'était plus qu'un prisonnier. L'Assemblée législative, dépassée par les événements, accepta de suspendre le roi de ses fonctions. Louis XVI et sa famille furent transférés de la salle du manège au Temple, une forteresse médiévale transformée en prison. Ils y vécurent dans des conditions de plus en plus dures. Les révolutionnaires les plus radicaux exigeaient maintenant la mort du roi. La chute du roi provoqua une onde de choc en Europe. Les monarchies, qui avaient observé la Révolution avec un mélange de curiosité et d'inquiétude, comprirent que le danger était réel. Si le roi de France pouvait être renversé, aucun trône n'était sûr. L'Autriche et la Prusse, déjà en guerre contre la France, intensifièrent leurs efforts. La Russie, l'Espagne, la Grande-Bretagne se préparèrent à rejoindre la coalition contre la Révolution. À Paris, le pouvoir bascula vers les éléments les plus radicaux. La commune insurrectionnelle qui avait organisé l'assaut des Tuileries s'imposa comme la véritable autorité. Danton, Marat, Robespierre et les autres leaders jacobins dominèrent la scène politique. L'Assemblée législative, élue en 1791 sous la monarchie constitutionnelle, était discréditée. Elle fut remplacée en septembre 1792 par la Convention nationale, élue au suffrage universel masculin. Les massacres de septembre, 3 semaines après le 10 août, confirmèrent la radicalisation. La violence n'était plus l'exception, mais la norme. Les modérés, les Girondins, qui avaient dominé l'Assemblée législative, furent progressivement écartés. Les montagnards, les radicaux regroupés autour de Robespierre, prirent le contrôle. La terreur s'installait. Le procès de Louis XVI s'ouvrit en décembre 1792. Le roi fut accusé de trahison, de complot avec l'ennemi, d'avoir ordonné le massacre du peuple. Les événements du 10 août furent utilisés contre lui. Les révolutionnaires affirmèrent qu'il avait prémédité le massacre, que les Suisses avaient tiré sur ordre pour écraser la Révolution. Louis XVI se défendit maladroitement. Il nia avoir donné l'ordre de tirer, ce qui était probablement vrai. Mais il admit avoir armé ses gardes, ce qui suffisait à l'accuser. La Convention vote la mort à une voix de majorité. Le 21 janvier 1793, Louis XVI fut guillotiné place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde, à quelques centaines de mètres des Tuileries où ses gardes suisses étaient morts pour le défendre. Marie-Antoinette le suivit sur l'échafaud en octobre 1793. Madame Élisabeth, la sœur du roi qui avait accompagné la famille royale le 10 août, fut guillotinée en mai 1794.
Le régicide choqua l'Europe. Même les républicains de pays étrangers furent horrifiés. L'exécution d'un roi était un précédent dangereux. La coalition contre la France s'élargit. En 1793, pratiquement toute l'Europe était en guerre contre la République française. Cette guerre durerait 22 ans, jusqu'à la défaite de Napoléon à Waterloo en 1815. Sur le plan intérieur, le 10 août radicalisa aussi la Révolution. Les massacres de ce jour montrèrent que la violence pouvait être un outil politique efficace. Les dirigeants révolutionnaires l'utilisèrent systématiquement. La terreur, de 1793 à 1794, fit environ 40 000 victimes. La guillotine fonctionna jour et nuit à Paris et dans les provinces. Aristocrates, prêtres, modérés, simples suspects périrent par milliers. La guerre de Vendée, déclenchée en mars 1793, fit peut-être 300 000 morts. Les paysans de l'Ouest, révoltés contre la conscription et les persécutions religieuses, affrontèrent les armées républicaines dans une guerre civile d'une brutalité inouïe. Les colonnes infernales du général Turreau brûlèrent des villages entiers, massacrèrent femmes et enfants. Les Vendéens répondirent par des atrocités similaires. Cette guerre était l'héritière directe du 10 août, la logique du massacre comme solution politique. Robespierre lui-même, l'architecte de la terreur, finit guillotiné en juillet 1794. La Révolution dévorait ses enfants. Presque tous les dirigeants qui avaient organisé ou approuvé le 10 août périrent violemment. Danton fut exécuté en avril 1794. Marat avait été assassiné en juillet 1793 par Charlotte Corday. Hébert et les enragés furent guillotinés en mars 1794. La violence qu'ils avaient déchaînée se retourna contre eux. Comment les contemporains ont-ils perçu le massacre du 10 août? Les témoignages sont nombreux et contradictoires. Pour les révolutionnaires, ce fut une journée glorieuse. Bertrand Barrère, député à la Convention, déclara « Le 10 août a sauvé la liberté ». Les journaux patriotes célébrèrent la victoire du peuple sur la tyrannie. Les gravures de l'époque montraient les insurgés en héros, terrassant les mercenaires stipendiés du roi. Pour les monarchistes, ce fut une tragédie. La comtesse de Tourzel, gouvernante des enfants royaux, écrivit dans ses mémoires « Jamais journée ne fut plus horrible ». Elle décrivit les Suisses massacrés, les corps mutilés, les têtes promenées au bout de piques. François-René de Chateaubriand, alors jeune émigré, apprit la nouvelle à Londres. Il nota « Le massacre des Suisses marqua le moment où la Révolution cessa d'être une régénération pour devenir une boucherie. » Les observateurs étrangers furent horrifiés. Edmund Burke, le philosophe et homme politique irlandais, qui avait déjà critiqué la Révolution, utilisa le 10 août comme preuve de la barbarie révolutionnaire. Il écrivit que la France était tombée dans l'anarchie, que les principes des Lumières avaient été pervertis en licences sanglantes. Ces écrits influencèrent profondément l'opinion britannique, préparant l'Angleterre à entrer en guerre contre la France. Thomas Paine, au contraire, révolutionnaire américain et député à la Convention française, défendit le 10 août. Il argumenta que le peuple avait le droit de renverser un roi traître. Mais même Paine fut choqué par la violence du massacre. Dans une lettre privée, il admit que les excès du 10 août avaient entaché une cause juste. Il tenta plus tard de sauver Louis XVI de la guillotine, ce qui lui valut d'être emprisonné pendant la Terreur. Les artistes de l'époque réagirent diversement. Jacques-Louis David, le peintre révolutionnaire, glorifia le 10 août dans ses œuvres. Il dessina des martyrs de la Révolution tombés ce jour-là, les représentant comme des héros antiques. Mais il ne peignit jamais les Suisses morts comme s'ils n'avaient pas existé. Cette invisibilisation artistique reflétait la volonté politique d'effacer le massacre de la mémoire collective. À l'inverse, les graveurs royalistes exilés produisirent des images montrant les atrocités. Une gravure anglaise de 1793 représentait les Suisses massacrés, tandis qu'ils se rendaient, leurs corps démembrés par la foule. Ces images circulèrent dans toute l'Europe, alimentant la propagande anti-française. Elles étaient souvent exagérées, mais elles reflétaient une partie de la réalité du 10 août. Les écrivains aussi prirent position. Madame de Staël, fille du ministre Necker, libérale mais hostile aux excès révolutionnaires,
écrivit que le 10 août avait détruit ses espoirs d'une révolution pacifique. Elle décrivit ce jour comme « le moment où la raison fut assassinée par la foule ». Son père, témoin des événements, ne s'en remit jamais. Il quitta la France définitivement peu après. Le marquis de Ferrières, député de la noblesse aux États généraux, assista au massacre depuis une maison voisine des Tuileries. Il décrivit dans ses mémoires la précision militaire des Suisses contrastant avec le désordre des insurgés. Il nota que les gardes auraient pu tenir le palais plusieurs jours si le roi ne les avait pas abandonnés. Son témoignage, publié après sa mort, influença les historiens du XIXe siècle. Les mémoires des acteurs du 10 août sont rares. La plupart des Suisses survivants ne laissèrent aucun écrit. Beaucoup étaient illettrés ou semi-lettrés. Ceux qui savaient écrire préférèrent souvent garder le silence sur ces heures traumatisantes. Du côté des insurgés, quelques-uns racontèrent leur participation. Mais leurs récits, écrits des décennies plus tard sous la Restauration ou la monarchie de Juillet, sont teintés soit de nostalgie révolutionnaire, soit de repentir. L'historiographie du 10 août a évolué considérablement depuis 1792. Au XIXe siècle, les historiens se divisèrent selon leurs opinions politiques. Les historiens républicains, comme Jules Michelet, justifièrent le massacre comme une nécessité révolutionnaire. Michelet écrivit que « le peuple dut détruire les Suisses pour sauver la Révolution ». Il minimisa les atrocités, les attribuant à la chaleur du moment. Les historiens monarchistes, comme Pierre de la Gorce, présentèrent au contraire le 10 août comme un crime inexcusable. Ils insistèrent sur la fidélité des Suisses, leur obéissance aux ordres, leur massacre alors qu'ils se rendaient. Ils accusèrent les révolutionnaires d'avoir prémédité le massacre pour terroriser leurs adversaires. Au XXe siècle, des historiens plus neutres tentèrent une analyse dépassionnée. Albert Mathiez, marxiste mais rigoureux, reconnut les atrocités tout en les replaçant dans leur contexte. François Furet, historien libéral critique de la Révolution, analysa le 10 août comme le moment où la logique de la violence devint centrale. Jean-Paul Berthaud, spécialiste de l'histoire militaire, étudia les aspects tactiques du combat. Une controverse persiste sur le nombre de victimes. Les historiens suisses ont tendance à donner des chiffres plus élevés que leurs collègues français. Cette différence reflète non seulement les lacunes documentaires, mais aussi des partis pris nationaux. Les Suisses veulent honorer leurs morts. Les Français préfèrent minimiser un épisode embarrassant. Une autre controverse porte sur la préméditation. Le massacre fut-il planifié ou spontané? Certains historiens affirment que les leaders révolutionnaires voulaient éliminer les Suisses pour terroriser l'aristocratie et la cour. D'autres soutiennent que le massacre résulta d'une fureur collective impossible à contrôler. La vérité se situe probablement entre les deux. Les dirigeants révolutionnaires ne donnèrent pas d'ordre explicite de massacre, mais ils créèrent un climat où la violence était prévisible et acceptable. La responsabilité personnelle de Louis XVI est aussi débattue. Certains historiens le présentent comme un homme faible qui abandonna lâchement ses défenseurs. D'autres le dépeignent comme quelqu'un pris dans une situation impossible, tentant de limiter le bain de sang. Les documents historiques ne permettent pas de trancher définitivement. L'ordre de reddition reste un acte ambigu, susceptible d'interprétations contradictoires. Récemment, des historiens ont commencé à étudier le 10 août sous l'angle de l'histoire sociale. Qui étaient les insurgés? D'où venaient-ils? Quelles étaient leurs motivations? Ces recherches ont montré que les assaillants n'étaient pas une foule anonyme, mais des groupes organisés, souvent encadrés par des militants politiques. Les fédérés marseillais et bretons jouèrent un rôle crucial, apportant une expérience militaire et une détermination qui manquaient aux Parisiens. L'étude des gardes suisses eux-mêmes a également progressé. Des chercheurs ont reconstitué les parcours individuels, consulté les archives militaires suisses, retrouvé des lettres et des témoignages. Ces travaux ont humanisé les victimes, montrant qu'ils n'étaient pas de simples mercenaires, mais des hommes avec des familles, des espoirs, des peurs. Que reste-t-il aujourd'hui du 10 août 1792? Le palais des Tuileries fut reconstruit après l'incendie, mais il fut à nouveau détruit pendant la Commune de Paris en 1871. Ses ruines furent finalement démolies en 1883. À sa place s'étendent aujourd'hui les jardins des Tuileries,
paisibles et élégants. Rien n'indique qu'ici, en 1792, se déroula l'un des massacres les plus sanglants de la Révolution. Une plaque commémorative discrète, installée dans les années 1980, mentionne la prise des Tuileries du 10 août. Elle ne parle ni des Suisses ni du massacre. Cette absence reflète la difficulté persistante de la France à affronter les aspects les plus sombres de la Révolution. Le 10 août reste une date glorieuse dans le calendrier révolutionnaire, la journée qui mit fin à la monarchie. Les victimes suisses restent largement oubliées. En Suisse, la mémoire est plus vivace. Le Lion de Lucerne accueille chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Des cérémonies commémoratives ont lieu certaines années à l'anniversaire du massacre. En 1992, pour le bicentenaire, une grande cérémonie réunit à Lucerne des descendants de gardes suisses venus de toute l'Europe. L'ambassadeur de France y assista, reconnaissant implicitement le massacre sans toutefois présenter d'excuses officielles. Les relations franco-suisses portent encore la trace de ces événements. Pendant longtemps, les Suisses furent méfiants envers la France, se souvenant que la Révolution avait massacré leurs compatriotes, puis envahi leur pays en 1798. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec les deux guerres mondiales qui firent de la France et de la Suisse des voisins partageant des valeurs démocratiques, que ces tensions s'atténuèrent. Sur le plan symbolique, le 10 août pose une question toujours actuelle. Jusqu'où peut aller la violence politique ? Les révolutionnaires de 1792 pensaient que la fin justifiait les moyens, que renverser la tyrannie autorisait tous les excès. Cette logique mena à la terreur, aux guerres de Vendée, aux millions de morts des guerres napoléoniennes. Le massacre des Suisses fut le premier pas sur cette pente sanglante. Les débats contemporains sur la violence révolutionnaire, sur le terrorisme politique, sur les limites de l'action collective trouvent un écho dans les événements du 10 août. Quand la foule devient-elle une armée ? Quand la violence populaire devient-elle un massacre ? Quand le changement politique justifie-t-il la mort ? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Le 10 août 1792 en montre toute la complexité. Le massacre illustre aussi la vulnérabilité des soldats qui obéissent aux ordres. Les Suisses suivirent leur code militaire jusqu'au bout. Ils défendirent leur poste tant qu'on le leur ordonna. Ils cessèrent le combat quand on le leur commanda. Et ils furent massacrés pour avoir obéi. Leur sort rappelle celui de tant de soldats dans l'histoire, pris entre le devoir et la survie, victimes d'ordres contradictoires ou d'une situation sans issue. La question de la fidélité au serment, centrale dans le drame suisse, résonne encore aujourd'hui. Jusqu'où va le devoir d'obéissance ? Un soldat doit-il obéir même quand l'ordre le condamne ? Les Suisses avaient juré fidélité au roi de France. Ils tinrent ce serment jusqu'à la mort. Mais ce roi les abandonna. Leur fidélité avait-elle encore un sens ? Cette tension entre l'honneur et la raison, entre le serment et l'instinct de survie, reste une problématique militaire actuelle. Le 10 août interroge aussi la responsabilité collective. Qui est coupable d'un massacre de masse ? Les individus qui ont tué ? Les leaders qui ont créé le contexte ? La foule qui a participé passivement ? Le roi qui a abandonné ses défenseurs ? Chaque acteur peut se décharger de sa responsabilité sur les autres. Mais au final, 900 hommes sont morts, massacrés par milliers d'autres. Cette culpabilité collective et diffuse caractérise la violence de masse, la distinguant du meurtre individuel. Le 10 août 1792 reste un événement mal connu du grand public. On connaît la prise de la Bastille, on connaît la Terreur, on connaît Napoléon. Mais le massacre des Tuileries, pourtant crucial dans la chronologie révolutionnaire, est largement oublié. Il est temps de le rappeler, non pour juger, mais pour comprendre. 900 gardes suisses affrontèrent ce jour-là près de 30 000 insurgés. Pendant des heures, leur discipline et leur formation militaire compensèrent l'infériorité numérique. Ils infligèrent des pertes terribles à leurs assaillants. Puis leur roi, pour qui ils combattaient, leur ordonna de se rendre. Et quand ils obéirent, ils furent massacrés. Ce massacre n'était pas une fatalité. À plusieurs moments, il aurait pu être évité, si Louis XVI n'avait pas quitté le palais le matin, si les autorités révolutionnaires avaient protégé les prisonniers, si la foule avait accepté la reddition.
Mais chacun de ces moments de décision mena à davantage de violence. Les conséquences du 10 août dépassèrent largement la mort de 900 soldats. Ce jour marqua le basculement de la Révolution dans la violence de masse. Il légitima le massacre comme outil politique. Il ouvrit la voie à la terreur, aux guerres de Vendée, aux conquêtes napoléoniennes. Sans le 10 août, la Révolution aurait peut-être évolué différemment, de manière moins sanglante. Les hommes qui moururent ce jour-là, Suisses et Français, insurgés et défenseurs, n'étaient pas des monstres. C'étaient des individus ordinaires pris dans une tourmente qui les dépassait. Les Suisses croyaient servir honorablement, défendre leur serment. Les insurgés pensaient combattre pour la liberté, renverser la tyrannie. Tous finirent ensanglantés sur les pavés parisiens. Leur histoire mérite d'être racontée, non pour glorifier ni condamner, mais pour se souvenir. Se souvenir que derrière les grands récits historiques, il y a toujours des vies brisées. Se souvenir que la violence politique, même justifiée par les plus nobles idéaux, entraîne toujours des tragédies humaines. Se souvenir que les morts du 10 août 1792, quelle que soit leur cause, étaient tous des êtres humains. Le lion de Lucerne veille toujours, sculpté dans la pierre, symbole éternel de fidélité et de sacrifice. Les Suisses qui le visitent aujourd'hui voient en lui l'incarnation des valeurs helvétiques, le courage, l'honneur, la loyauté jusqu'à la mort. Les touristes qui le découvrent y voient une œuvre d'art émouvante, sans toujours connaître l'histoire derrière la sculpture. Mais cette histoire existe. Elle est documentée dans les archives, racontée dans les mémoires, gravée dans la pierre. Elle parle de 900 hommes qui firent leur devoir jusqu'au bout et payèrent ce devoir de leur vie. Elle parle d'une révolution qui, en libérant un peuple, en massacra un autre. Elle parle de la complexité tragique de l'histoire, où il n'y a pas toujours des héros et des vilains, seulement des hommes dans la tempête. Le 10 août 1792 n'est pas une simple date dans un manuel d'histoire. C'est le jour où 900 gardes suisses et des centaines d'insurgés français moururent aux Tuileries. C'est le jour où la Révolution française franchit un point de non-retour. C'est le jour où la violence devint la norme plutôt que l'exception. Et c'est un jour dont nous devons nous souvenir, non pour ranimer de vieilles haines, mais pour comprendre comment l'histoire se fait, souvent dans le sang et toujours dans la douleur.